Bienvenue dans cette formation pour reconditionner un PC. Tout le monde connaît et a connu au moins une fois dans sa vie un ordinateur qui rame et qui met plus de 2 minutes à afficher le bureau. Ou quand il affiche le bureau rapidement, à chaque fois qu'on bouge la souris, il faut attendre plusieurs secondes avant qu'elle réagisse. Ça, c'est un ordinateur qui est un bon candidat pour être reconditionné. Si vous avez donc un ordinateur qui réagit de cette façon-là, mais qui arrive quand même à démarrer, alors vous avez un ordinateur que vous allez pouvoir reconditionner. Le reconditionnement va consister à faire en sorte que cet ordinateur qui est très lent puisse se remettre à fonctionner correctement, c'est-à-dire qu'il démarrera en moins de 2 minutes et quand vous allez bouger la souris pour pouvoir l'utiliser, ça va réagir tout de suite. Comment on fait pour reconditionner un ordinateur maintenant qu'on a l'objectif ? Comment fonctionne le PC pour voir qu'est-ce qu'on va reconditionner dans le PC, qu'est-ce qu'on va modifier dans le PC pour qu'il fonctionne mieux. Donc dans un PC, que ce soit une tour ou que ce soit un ordinateur portable, ça va être toujours la même chose en termes de fonctionnement. Vous allez avoir plusieurs couches. La première couche, c'est la couche du bas. Ce sont les composants internes dans le PC. Ces composants internes, vous avez un boîtier d'alimentation ou une batterie quand c'est dans un ordinateur portable qui peut être interne ou externe. Vous avez donc cette batterie, elle va être responsable de récupérer l'électricité qui arrive de l'extérieur pour pouvoir donner de l'énergie à votre ordinateur pour qu'il fonctionne. Donc, ce circuit d'alimentation, ce boîtier d'alimentation, cette batterie interne pour l'alimentation, tous ces composants-là permettent de gérer l'électricité qui rentre et qui alimente le PC ou le portable. Ensuite, à côté de ça, on a une carte mère. La carte mère, c'est un élément comme ceci qui va permettre de pouvoir brancher, c'est une grosse carte électronique qui va permettre de brancher dessus tous les composants de l'ordinateur. C'est un peu comme si dans le corps humain, on avait un circuit principal sur lequel tous les organes étaient branchés et sur lequel tous ces organes qui se branchent peuvent discuter les uns avec les autres, se connecter les uns avec les autres. Et bien là, dans le PC, ça va être une carte mère. Que ce soit une tour ou un PC portable, vous allez avoir une carte mère à l'intérieur. Et sur cette carte mère vont venir se greffer les composants, les 3 composants les plus importants dans votre PC. Les 3 composants les plus importants dans votre PC, ça va être d'abord le processeur. Le processeur, c'est le cerveau de votre PC, c'est le cerveau de l'ordinateur. Et lui, il va venir se coller quelque part ici sur la carte mère pour pouvoir être greffé dans ce PC. Il va faire des millions, des milliards de calculs par seconde. On appelle ça le gigahertz, giga pour milliard, hertz pour nombre d'instructions qu'il est capable de faire par seconde. Bref, c'est le PC qui est l'organe intelligent dans votre machine. C'est lui qui va faire les instructions et répondre aux ordres et aux commandes que vous lui passez. À côté de ça, vous avez la mémoire de travail, c'est la RAM. La mémoire de travail, elle permet, quand votre PC est en train de travailler, son problème, c'est qu'il n'est pas capable de pouvoir porter de l'information. C'est comme si vous avez un cerveau qui n'a pas de mémoire. Il est capable de faire plein de calculs, mais il ne retient rien du tout. Pendant qu'il est en train de travailler, pour ne pas qu'il perde le fil de ses réflexions et de son pensée, il va charger tout ça dans un espace. Cet espace, c'est la RAM, c'est la mémoire RAM, ici la mémoire de travail. Donc votre PC va avoir besoin de cette RAM pour que, au moment où il est allumé en train de travailler, tout ce que vous allez lui demander, il va charger ça dans la RAM. Tout ce qu'il va faire, les résultats intermédiaires et ce qu'il va vous donner comme réponse, il va charger ça dans la RAM. Donc évidemment, plus la RAM est importante, plus elle est rapide et plus votre PC va être capable de travailler à une bonne vitesse. Donc ça, c'est pour la RAM. À côté de la RAM, on a le 3e élément le plus important, c'est l'espace dans lequel il va stocker l'information une fois que cette information a été traitée ou avant de traiter l'information. C'est l'espace de stockage, on appelle ça un disque dur. Aujourd'hui, les disques durs n'ont pas cette forme-là. Ça, c'est un disque dur mécanique, dit HDD. Et si je vous le montre dans ce schéma sur le reconditionnement, c'est parce que c'est essentiellement cet appareil-là sur lequel on va travailler. On ne va pas intervenir pour changer dans le reconditionnement ici des processeurs, de la RAM ou des cartes mères ou des boîtiers d'alimentation. Non, ce qu'on va changer quand on va reconditionner, c'est le disque dur. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard pour vous expliquer pourquoi. Et donc ce disque dur-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste un coffre, c'est juste une armoire dans laquelle
Tout ce que l'ordinateur sait, tout ce dont il a besoin, ça va être posé dessus. Même lui-même, quand il va se coucher, il se couche dans cette armoire. Le Windows, qui est le système qui interagit avec vous, le système d'exploitation, il dort dans cette armoire et quand vous allumez le PC, il y a quelqu'un qui va aller le réveiller depuis son lit qui est dans cette armoire pour qu'il puisse passer en mémoire RAM, pour qu'il puisse intervenir et communiquer avec vous. Donc toutes les informations, toutes les instructions de l'ordinateur sont en petite partie pour le réveil stockées ici dans des puces électroniques sur la carte mère, et pour tout le reste, tout ce qui est information, programme, etc., système d'exploitation, tout ce que vous avez sur votre bureau, documents, images, téléchargements, vidéos, tout ça, c'est sur le disque dur. Donc en fait, tout ce que va produire l'ordinateur et tous ces programmes, tous les logiciels sont sur le disque dur. Donc cet organe est très important parce que si jamais ce disque dur il est en panne ou si jamais il est très lent ou si jamais il ne fonctionne plus, eh bien, en réalité votre ordinateur ne vous servira plus à rien. Parce que comment ça se passe finalement? Je vous ai dit que c'est les 3 organes qui sont les plus importants. Le processeur d'un côté, la RAM et le disque dur. Donc processeur, RAM et disque dur. Comment ce trio fonctionne ensemble? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le processeur, on a dit qu'il calcule, on a dit qu'il réagit. C'est lui qui, quand vous posez des questions à votre PC, quand vous faites quelque chose avec un logiciel, c'est lui qui est en charge de traiter les informations et de travailler. À côté de ça, vous avez, on a dit, le disque dur dans lequel toutes les informations sont stockées. Okay ? Et on a dit que sur un 3e point du triangle, on a la mémoire de travail. En fait, il faut imaginer qu'ils travaillent ensemble dans une parfaite harmonie qui s'organise comme ceci. L'organisation, c'est quoi? J'ai un boss. Le boss, c'est le processeur. Le processeur, il est assis quelque part à sa table et on lui emmène du travail à faire. Qui c'est qui lui emmène du travail à faire? C'est d'une part les instructions que vous allez demander. Par exemple, vous êtes sur un logiciel, vous cliquez pour souligner un fichier, eh bien, ça va créer une instruction, ça va créer un ordre. Cet ordre va parvenir au processeur et il va falloir qu'il exécute cet ordre-là. Qui c'est qui va lui emmener cette information-là? Ça va être la RAM. Okay? Ensuite, tout ce qui est donc transfert d'informations qui va rentrer dans le processeur, qui va sortir du processeur, d'une façon schématique, rapide, on va dire que c'est la RAM qui fait ça. C'est la RAM qui porte avec ses petits bras ou dans une charrette, une brouette, qui va porter les informations au processeur pour qu'il bosse dessus. Une fois qu'il a traité le dossier, qui va charger ça, le résultat dans sa brouette et qui va aller apporter ça où? Qui va aller apporter ça sur l'écran pour que vous le voyez. Et puis quand vous allez faire enregistrer sous pour conserver l'information que vous venez de faire, le document que vous venez de modifier, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans l'armoire du disque dur et puis il va enregistrer, il va ranger ça dans l'armoire, il va vider sa charrette dans l'armoire et puis il va repartir, attendre à nouveau une information qu'il peut charger pour emmener au processeur et ensuite aller vider. Mais quand le processeur, vous allez rappeler un fichier que vous avez fait hier, par exemple, vous avez fait un document hier, et puis vous allez faire fichier ouvrir pour pouvoir continuer de travailler sur le document. Ben à ce moment-là, le processeur il va dire à la RAM, va me chercher ça au grenier, va me chercher ça dans l'armoire, parce que l'utilisateur il veut bosser dessus. Qu'est-ce que va faire la RAM? Elle va partir dans le disque dur, elle va récupérer le fichier en question, elle va le poser dans sa brouette, elle va l'emmener au processeur qui va l'ouvrir et qui va dire « Ok, maintenant vous voulez faire quoi avec ça ?» Donc vous allez voir ce fichier s'ouvrir dans le logiciel et maintenant vous allez pouvoir continuer de travailler dessus. Voilà comment ça se passe. C'est une interaction entre finalement le processeur qui calcule, qui travaille, le garde-manger, l'armoire, le disque dur qui lui ne fait rien, il ne fait que stocker des choses. Et entre les deux, c'est la RAM qui va faire un aller-retour constant pour pouvoir emmener des informations que le processeur va traiter et aller stocker dans le disque dur des informations que le processeur a fini de traiter. Voilà comment fonctionnent ces 3 composants importants. Ces 3 composants importants, on appelle ça la configuration d'un PC. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des PC de gamers, etc. Donc, il y a d'autres composants qui viennent autour. Mais ici, pour simplifier, c'est pour ça que quand vous achetez un PC, vous avez ces 3 informations qui sont obligatoirement mentionnées sur les étiquettes parce que la vitesse du processeur et sa capacité de calcul en gigahertz, la capacité de stockage de la RAM pour porter l'information pendant que le processeur travaille, combien d'informations il peut porter devant la table du processeur pour qu'il bosse, 8 gigas, donc 8 milliards d'octets.
donc 8 milliards de caractères en fait, 16 gigas, 16 milliards de caractères, 32 gigas, 32 milliards de caractères. Combien d'informations il peut porter au processeur en un trajet pour que le processeur bosse dessus? Et ensuite, le disque dur, c'est combien d'informations vous pouvez stocker dans votre ordinateur pour que quand vous éteignez l'ordinateur et que vous le rallumez, vous puissiez conserver cette information dedans. Et là, aujourd'hui, ça se chiffre en téraoctets, c'est-à-dire en 1000 milliards d'octets de caractères et de chiffres que peut stocker l'ordinateur. Je ne vais pas aller plus longtemps dans le détail, c'est juste pour vous rafraîchir les idées. Vous trouverez sur la chaîne YouTube des vidéos détaillées sur chacun de ces composants. Vous allez dans la partie réparation, j'ai fait des vidéos pour parler exactement de tout ça et des gigaoctets, des téraoctets, etc. Ici, c'est juste pour que vous ayez ça en tête pour la suite. Très important dans le reconditionnement d'avoir ça en tête. Bien, maintenant qu'on a vu ces trois composants-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre ordinateur? En fait, votre ordinateur, s'il n'y avait que des composants électroniques et un disque dur, vous ne pourrez pas discuter avec lui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les années 80, fin des années 70-80, quand la micro-informatique a commencé à arriver. Tout le monde s'est dit que jamais aucun ordinateur n'arriverait dans des foyers. Jamais personne n'achèterait un ordinateur parce qu'à l'époque, quand vous achetez un ordinateur, en fait, et que vous l'allumez, vous avez juste un écran noir avec un petit point blanc qui clignotait. Et puis, il fallait être sorti de 4 ans d'études d'ingénierie informatique pour commencer à taper un langage bizarre que peut comprendre l'ordinateur et vous-même. Et l'ordinateur, il vous répondait dans ce langage-là. Donc, c'était très complexe et les ordinateurs à la base étaient prédestinés uniquement à aller dans des bureaux, dans des industries, dans des usines, pas dans des foyers, pas dans des maisons et encore moins utilisés par n'importe quel utilisateur. Et il y a un gars très malin, très malin, qui est devenu l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs décennies après, qui s'appelle Bill Gates et qui s'est dit « Oui, mais moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'intuition qu'en fait, ces ordinateurs-là, ça pourrait servir à n'importe qui. Et n'importe qui pourrait utiliser un ordinateur. Il y a juste un problème à régler, et je vais régler ce problème-là, c'est créer une interface qui permet, avec un clavier et une souris, de pouvoir envoyer des ordres à l'ordinateur. Plutôt que on allume l'ordinateur et puis il faut être sorti de Bac+5 pour pouvoir taper du code, pour pouvoir parler à l'ordinateur. Il dit, si j'arrive à créer cette interface qui va servir de traducteur entre ce que je fais avec mon clavier et ma souris et les instructions que ça envoie au processeur, et que quand le processeur va répondre, il va afficher ça à l'écran sur le PC, en fait, ça règle le problème. Le processeur, il parle chinois, nous on parle français, si on met un traducteur au milieu, qui est capable de dire ce qu'on veut au processeur, et ensuite, une fois que le processeur nous donne des résultats, de venir nous dire ce qu'a dit le processeur, en fait, ça règle le problème. Et bien, ce gars-là, il a créé un système qu'on appelle un système d'exploitation, OS en anglais, Operating System, qui est Windows. Windows, tous les ordinateurs à l'époque qui étaient fabriqués, les micro-ordinateurs, il y avait plein d'entreprises qui fabriquaient des ordinateurs avec des infrastructures spéciales qu'on appelle de type PC, Personal Computer, et toutes les entreprises qui fabriquaient des ordinateurs de type PC, il est allé les voir une par une et puis il a dit voilà, on va faire un petit deal. Moi, j'ai un petit produit là qui est pas mal, qui permet de faire une interface entre les êtres humains et les machines, et parce que je parie sur le fait que tout le monde va acheter un ordinateur d'ici une trentaine d'années maximum et aura un ordinateur dans son foyer, et ça sera grâce à mon logiciel. Tout le monde a rigolé, il a dit bon ok, voilà le deal qu'on va faire. Moi, je vous donne mon logiciel gratuitement, la seule chose c'est que vous le vendez avec vos ordinateurs, mais à chaque fois que vous le vendez avec votre ordinateur, vous me reversez le prix du logiciel. Donc vous ne me donnez rien pour l'instant, mais à chaque fois qu'on vend un PC, on achète une licence dedans, et attention, je prends l'exclusivité sur les PC. Ok, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une vingtaine d'années après, tout le monde avait commencé à acheter un ordinateur, parce que ça a permis dans les bureaux à faire du traitement de texte, ça a remplacé la dactylographie, ça a permis de commencer à faire quelques programmes pour remplacer les machines à calculer pour les comptables, on a commencé à faire de ce qu'on appelle la bureautique, donc de l'informatique adaptée au bureau, et puis ensuite on a commencé à jouer très rapidement avec ça, donc les ordinateurs se sont développés, puis aujourd'hui, voilà, tout le monde a un ordinateur, au moins 2 ordinateurs, si ce n'est plus, et ça c'est grâce donc à Windows, qui veut dire fenêtre en anglais, et qui est le système d'exploitation. Et Windows, il a évolué, il est passé des premiers Windows, là aussi j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller voir, jusqu'à aujourd'hui, actuellement en 2024, on est à Windows 11 et on nous annonce très bientôt Windows 12. Donc,
Dans l'ordinateur, pour pouvoir travailler et fonctionner avec un ordinateur, c'est ce que je voulais vous dire, il vous faut aussi un Windows. Donc si on récapitule jusque-là, on a quoi? Pour que l'ordinateur fonctionne, on a des composants qui sont à l'intérieur, donc il faut retenir essentiellement processeur, RAM et disque dur, et puis à côté de ça, on a un Windows, un système d'exploitation. Et donc quand vous appuyez sur le bouton pour allumer votre PC, il se passe plein de choses pour réveiller tout ce qui est dedans, etc., pour charger le Windows, et puis une fois que le Windows est chargé, il va vous afficher le bureau, et là votre ordinateur démarre. Voilà ce qu'il faut savoir sur les ordinateurs. Alors en quoi ça nous intéresse? Parce que justement pour reconditionner un PC, qu'est-ce qui se passe? C'est que le problème apparaît ici. Déjà à l'allumage du PC, on a des lenteurs. Si votre PC met plus de 2 minutes à démarrer, hors mise à jour, parce qu'à chaque fois que votre PC redémarre, il applique les mises à jour qui sont en attente, donc parfois ça peut lui demander donc plus de temps. Mais s'il n'y a pas de mise à jour en cours et que votre PC met plus de 2 minutes, alors vous avez un sérieux problème de lenteur. Et si après, pendant que vous êtes en train de travailler sur votre PC, vous avez votre PC qui plante avec un joli écran bleu, ce qu'on appelle le Blue Screen of the Death, l'écran bleu de la mort, c'est quand le PC plante, ou si vous avez votre PC qui se fige comme ça et qui ne réagit pas pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes avant de vous redonner la main, bref, si votre PC rame et s'il plante, vous allez pouvoir le reconditionner et le reconditionnement va régler tous ces problèmes. Donc on passe à la prochaine partie où on va parler justement de qu'est-ce que c'est reconditionner son PC. Alors, reconditionner un PC, c'est ni plus ni moins que tout ce schéma que je vous présente ici. C'est partir en fait d'un PC très lent avec ce minimum-là, voilà le minimum qu'on va demander au PC. On va voir juste après quelles sont les conditions pour savoir si le PC peut être reconditionné ou pas. Mais le minimum qu'on demande au PC, et puis ensuite, ce PC, que ce soit PC portable ou une tour, en fait, on va lui faire passer à travers tout ce processus-là, tout ce processus. Ici, c'est tous les cas de figure. Et puis, une fois qu'on aura traité tous ces processus, on va arriver ici à un PC reconditionné. Un PC reconditionné, c'est quoi? C'est un PC qui a arrêté d'être très lent. C'est un PC qui réagit rapidement, c'est-à-dire qui démarre en moins de 2 minutes, et un PC qui, dès que vous bougez la souris, que vous appuyez sur le clavier, que vous exécutez un logiciel, il vous répond sans que vous êtes obligé d'aller regarder une émission en attendant ou aller vous faire un café. Donc ça, c'est un PC reconditionné. Alors pour reconditionner un PC, comment on va faire? On va essentiellement remplacer le disque dur. Pourquoi on va remplacer le disque dur? Pourquoi on ne va pas remplacer les autres composants qu'on a vus tout à l'heure? Si je reviens en fait à mon schéma ici, en fait les composants qui sont ici, la carte mère, le processeur et la RAM, si jamais vous avez des problèmes dessus, ça sera de la réparation. Reconditionner un PC, il faut que le PC il fonctionne, il ne faut pas qu'il soit en panne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fonctionne, qu'il s'allume et qu'il aille jusqu'au bureau. Après, s'il est lent et s'il plante, c'est pas grave, mais il faut qu'au moins il s'allume. C'est-à-dire que le démarrage du PC, au moment où vous appuyez sur le bureau, au moment où vous appuyez sur le bouton jusqu'à l'arrivée sur le bureau, il faut que ça puisse se faire, même si ça se fait très lentement, même si ça prend plusieurs dizaines de minutes, il faut que quand même vous puissiez arriver jusqu'au bureau. Là, ça veut dire que vous pouvez reconditionner ce PC. Okay? Donc il faut que ce soit un PC qui démarre. Un PC qui ne démarre pas, vous ne pourrez pas le reconditionner, il faut le réparer, il faut lui permettre de démarrer d'abord. Okay? Par contre, une fois qu'il a démarré, une fois qu'il arrive au bureau, même s'il est très lent après, qu'il se fige et qu'il plante en vous mettant des messages d'erreur, ce n'est pas grave, vous allez le reconditionner et ça va régler tous ces problèmes. Donc le reconditionnement, c'est la solution miracle pour faire en sorte qu'un PC qui démarre lentement, mais qui démarre quand même, soit capable de fonctionner de façon beaucoup plus rapide qu'il l'a fonctionné même au départ. Et comment on va faire ce miracle? On va se baser sur l'évolution de l'informatique ces dernières années. Alors c'est très intéressant le reconditionnement aujourd'hui comme business. Pourquoi? Parce qu'on a une opportunité qui est due au contexte de l'évolution d'un composant. Ce composant-là, c'est le disque dur. Il y a quelques années, les disques durs étaient mécaniques. C'était des disques durs qui tournaient, donc je vais vous montrer la différence. Il y a quelques années, les disques durs étaient comme ça. Donc là, ce sont des 2 disques durs de portable. On appelle ça des disques durs 2,5 pouces, 2 pouces et demi. C'est le format, parce qu'après, ils peuvent être beaucoup plus grands pour les tours. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'on avait? On avait, dans le disque dur, vous voyez, on a un disque ici. C'est pour ça qu'on appelle ça disque dur. On a un disque ici qui tourne. Et puis ici, on a une aiguille qui va chercher les informations dessus.
comme en fait un vinyle, hein, je vous le rapproche pour que vous voyez, ok? Et ce disque dur là, il tourne à 3200 tours minute, plus de 60 tours par seconde. Donc au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Ce disque dur, il fatigue. Et puis en plus, comme il tourne ses mécaniques à des vitesses folles, ça vibre, ok? Cette vibration, ça fait des frictions mécaniques, on va dire, et à la longue, en fait, le disque dur, il vieillit simplement par cette usure mécanique. Qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques années? On a remplacé, dans exactement le même format, on a remplacé ces disques durs mécaniques par des disques durs électroniques, des SSD, Solid State Drive. Donc ça, c'était les HDD, pour Hard Drive Disk, et ça, c'est les Solid State Drive. Et là, qu'est-ce que vous voyez, la différence entre les deux, c'est que quoi? C'est que ici, il n'y a rien qui tourne. Ici, c'est une grosse clé USB, c'est une carte électronique. Dans cette carte électronique, les informations vont être notées, et deux avantages particuliers. Premièrement, ça ne tourne pas. Donc, comme ça ne tourne pas, ça ne vibre pas. Comme ça ne vibre pas, ça fait moins de chaleur. Comme ça fait moins de chaleur, ça vieillit mieux. Deuxième avantage, ça tourne 20, les accès en lecture et en écriture sur ça, c'est 20 à 50 fois plus rapide que sur ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je reviens à mon schéma ici, si je prends ça et que je remplace ça, tout simplement mon disque dur, sans changer le processeur et la RAM, hein, je change juste le disque dur, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que sur le disque dur, on mettait tout le système, plus toutes les données, plus tous les logiciels, ok? Si j'enlève un disque dur qui est lent et que je le remplace par un disque dur qui est 20 à 50 fois plus rapide, qui ne vibre pas et qui est technologiquement plus durable, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre PC, juste en changeant uniquement ce composant qui est le disque dur, vous allez non seulement lui faire reprendre sa jeunesse d'antan, mais encore mieux que ça, puisque on est sur une technologie qui est 20 à 50 fois plus rapide que l'ancienne technologie, il va être encore même plus rapide que la première fois qu'il a été acheté quand il avait un disque dur mécanique. Et voilà pourquoi le reconditionnement est une très bonne affaire, parce qu'aujourd'hui sur Internet, un disque dur SSD, ça coûte de 240 Go, ça coûte une quarantaine d'euros. Si vous ne me croyez pas, venez voir ça, je vous emmène sur Internet avec moi. On va regarder les derniers disques durs que j'ai commandés. Donc, par exemple, celui-ci ici. Un disque dur en SSD, donc à 240 Go. Regardez, ça coûte aujourd'hui, le 3 avril 2024, ça coûte 35 euros. Quand on sait que quasiment 90% des personnes n'utilisent pas 240 Go de stockage, moi, tous les clients que j'ai ici à la boutique qui passent en moyenne 90%, ils sont à moins de 100 Go de stockage. Vous avez largement de quoi faire avec un disque dur de 240 Go à 35 euros. Ça veut dire que donc pour 35 euros, si je reviens à mon schéma, pour 35 euros, si vous changez ça avec un disque dur SSD, ça veut dire donc que si jamais votre disque dur ici, qui contient le Windows, vos données, vos logiciels, etc., vous le remplacez par un disque SSD, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un ordinateur qui tout de suite n'aura plus de problème de lenteur. Puisque vous allez remettre en plus un Windows au propre dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez régler tous les problèmes de plantage du Windows qui était installé dans le vieux disque dur. Et donc, il va vous falloir trouver un moyen de pouvoir remettre tous vos logiciels et vos données et vous venez de reconditionner votre PC. Voilà pourquoi le reconditionnement, c'est essentiellement remplacer le disque dur d'origine par un disque dur SSD et réinstaller un Windows au propre dessus, réinjecter les données plus les logiciels et on est OK. Voilà à quoi consiste le reconditionnement. Et voilà pourquoi c'est une très bonne occasion, parce que vous avez vu que le coût de l'achat d'un disque dur aujourd'hui, et ensuite avec cette formation que vous êtes en train de suivre, dans ces différentes vidéos, vous allez être capable de reconditionner vous-même votre PC et donc ainsi de régler les problèmes. Alors vous allez me dire oui, mais ça c'est valable pour des anciens PC. Oui, c'est valable pour des anciens PC, mais n'oubliez pas, on est en 2024, tous les ordinateurs qui sont lents qu'on m'apporte dans ma boutique sont des ordinateurs qui sont des anciens PC. On n'est pas encore, quand on sera en 2040, je pense qu'il n'y aura aucun problème, tous les PC qu'on vous apportera seront des PC avec des SSD.
Mais il faut savoir qu'il y a un décalage. La plupart des gens, surtout des gens qui gardent leur ordinateur longtemps, ont encore dans leurs ordinateurs des disques durs mécaniques et non pas des SSD. Et donc pour toutes ces personnes-là, pour la modique somme de 35 € plus cette formation que vous êtes en train de faire, vous allez être capable de pouvoir leur redonner un ordinateur qui va repartir dans le circuit et être utilisé encore plusieurs années sans qu'il y ait de problème. Voilà le secret, voilà le trésor que représente le reconditionnement. Si je résume, ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce que c'est le reconditionnement? Pourquoi dans le reconditionnement on modifie et essentiellement que le disque dur? Le reconditionnement, ce n'est pas de la réparation parce que pour pouvoir reconditionner un PC, il faut que ce PC il puisse démarrer, c'est-à-dire que la séquence de démarrage, quand vous appuyez sur le bouton, il faut qu'on puisse arriver jusqu'au bureau, même si ça prend des heures et même si après ça plante, mais il faut qu'on puisse arriver jusqu'au bureau. Et grâce au changement de disque et grâce au Windows qu'on va mettre dedans, on le verra dans les prochaines vidéos de la formation, mais grâce à tout ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez retomber sur un système qui va être propre et donc réparé, et le temps de démarrage va être inexistant, va redevenir à nouveau propre, parce que tant que vos composants fonctionnent, le chargement de Windows et les lenteurs viennent en fait de la difficulté à réveiller Windows dans une armoire qui est en bordel ou qui est complètement abîmée. Si Windows dort dans une armoire rapide, qu'un disque dur SSD, il va être réveillé très rapidement parce qu'on peut directement discuter avec lui, aller lui secouer l'épaule, et puis ensuite la RAM elle va pouvoir correctement aller lui envoyer des informations pour les ranger dedans et les récupérer dedans. Voilà le secret du reconditionnement, et c'est ça qu'on va, dans cette formation, qu'on va voir pas à pas. Je vais faire en sorte que vous puissiez, quelle que soit votre compétence technique, si vous suivez cette formation, je vous promets qu'à la fin de cette série de vidéos, vous serez capable de reconditionner un PC par vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite. Bien, maintenant que nous savons ce que c'est le reconditionnement, voyons dans les détails, pas à pas, comment nous allons procéder, avec quelle méthode. Donc, dans un premier temps, très important de se poser la question au tout départ, avant de démarrer le reconditionnement, de se demander qu'est-ce que les données de l'utilisateur vont devenir avant et après le reconditionnement. Donc, sur un PC, si le PC démarre, vous avez l'option de récupérer la clé Windows dans un premier temps. Très important pour pouvoir réactiver après le reconditionnement le Windows, le cas échéant. Deuxièmement, de faire la liste de tous les logiciels qui sont dans le PC et qu'il va falloir réinstaller après avoir reconditionné le PC, parce que je vous rappelle, après le reconditionnement, le PC sera neuf, puisque à part la carrosserie qui sera d'origine, le disque dur sera neuf, et donc le Windows sera neuf, et donc ce PC sera neuf. Il n'y aura donc aucun logiciel installé, donc il est important, avant de reconditionner, de faire la liste des logiciels qui sont installés dans le PC pour pouvoir les réinstaller après le reconditionnement. On va faire également un inventaire de la taille des données qui sont dans le PC, parce que là encore, très important, une fois que le PC va être réinstallé, il va falloir réinjecter les données dans le PC. Et il est important pour pouvoir choisir la taille du disque dur que l'on va utiliser pour pouvoir remplacer l'ancien disque dur, de choisir un disque dur qui soit de taille au moins égale pour pouvoir contenir l'ensemble des données qu'il y a dans le disque que l'on va reconditionner. Seulement, rien ne sert de prendre un disque de 1000 Go si le disque d'origine avait 1000 Go, parce que peut-être que l'utilisateur ou l'utilisatrice n'occupait pas toute la place du disque dur. Peut-être qu'il n'utilisait uniquement que 100 Go ou 200 Go et non pas le disque dur de 1000 Go. Donc ce n'est peut-être pas nécessaire de rechanger ce disque dur avec un disque dur de 1000 Go s'il n'y avait que 50 ou 80 Go ou 100 Go d'utiliser. Dans ce cas-là, vous allez prendre un disque dur de 240 Go, ça fera largement l'affaire. Donc, faire l'inventaire des données qui sont, ce qu'il y a sur le bureau, documents, images, téléchargements, vidéos, musique, et puis s'il y a des logiciels installés, quels sont-ils? Voilà, on fait une liste de tout ça, on verra ça en détail un peu plus tard dans le cas pratique qu'on va dérouler pour appliquer cette méthode, pas à pas. Hein, on va voir exactement comment on fait, mais voilà, il faudra faire cet inventaire-là des données. Si le PC ne démarre pas, on a affaire à un PC en réalité qui démarre,
physiquement, c'est-à-dire que la séquence de démarrage arrive, mais on n'arrive pas à arriver sur le Windows. Ça bloque avant d'arriver sur le bureau, ça tourne en boucle, ça redémarre sans cesse pour un problème par exemple de disque dur. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire l'inventaire des données comme ça. Et donc, on va passer directement à l'étape 2, puisque je vais vous indiquer une autre façon d'aller chercher et récupérer les données de l'utilisateur. Mais la première question, c'est vraiment de se poser la question de que va-t-on faire des données utilisateurs avant de commencer à faire le reconditionnement. La deuxième étape, c'est de remplacer l'ancien disque dur par un nouveau disque dur SSD. Donc pour ça, on va démonter le PC. Je vous indiquerai en détail comment faire ça. On va retirer le disque dur d'origine, qui est un disque dur mécanique en règle générale, et on va en profiter d'ailleurs à ce moment-là pour nettoyer l'intérieur du PC. Ensuite, on va remplacer cet ancien disque par le nouveau disque SSD et on va remonter ensuite le PC. Ça, c'est pour la deuxième étape. Une fois qu'on aura un nouveau disque dur dans notre PC, on va installer le Windows 10 ou le Windows 11. Là, très important, il va falloir absolument installer ce Windows 10 et ce Windows 11 avec une session locale et non pas avec une session Microsoft. Je vous expliquerai également pourquoi, quand on sera dans le déroulé pas à pas, pourquoi il ne faut pas installer avec une session Microsoft et plutôt installer avec une session locale. Absolument indispensable. La question de l'activation de Windows ne se pose pas au moment de l'installation, on se la posera une fois que le PC aura été installé avec le nouveau Windows 10 ou le nouveau Windows 11. Une fois que le PC donc aura été installé, il sera temps maintenant de mettre en service le Windows. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 étapes. Première étape, l'activation du Windows. Donc ici, on va avoir plusieurs cas de figure. Je vous ai dit qu'on avait récupéré la licence du précédent Windows si le PC démarrait avec un utilitaire que je vous montrerai qui est Choqué Plus. Et donc à ce moment-là, si le Windows n'est pas activé parce que on vient d'en installer un nouveau, à ce moment-là, on va tenter l'installation avec cette clé qu'on a récupérée. Si la clé fonctionne, aucun problème, le Windows est activé, on passe à la suite, à l'étape 2. Si la clé ne fonctionne pas, il est fort probable également que vous soyez sur un ordinateur de marque type HP, Asus, etc. et que la clé d'activation soit encodée dans le microprogramme BIOS ou UEFI de l'ordinateur. Auquel cas, quel que soit le nouveau PC, le nouveau disque dur que vous allez mettre dedans et installer un Windows dessus, c'est cette clé encodée qui va activer automatiquement le PC lors du premier contact par Internet. Il va réaliser l'activation. Et à ce moment-là, donc, il n'y a même pas besoin de rentrer une clé. Ça va se faire tout seul. Autre cas de figure, vous avez ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que la clé que vous avez récupérée par Choqué Plus ne fonctionne pas ou vous n'avez pas pu redémarrer l'ordinateur pour utiliser Choqué Plus. Et en plus, le BIOS UEFI n'a pas encodé une clé d'activation. Dans ce cas-là, vous allez être contraint d'acheter une licence Windows. Vous avez deux possibilités, on verra. Possibilité numéro 1, c'est de l'acheter directement en ligne sur les serveurs Microsoft. Ça va vous coûter assez cher. Possibilité numéro 2, vous pouvez acheter une licence sur un site internet comme Cdiscount qui vous proposera des licences refurbished, donc qui vont vous permettre allez, en principe ça tourne autour de 10 €, avoir une licence entre 10 et 20 €, une licence pour votre Windows. Donc c'est tout à fait possible. La licence, vous allez la recevoir par email tout de suite, donc vous allez pouvoir utiliser le code d'activation pour activer votre Windows. Et puis sinon, vous avez la possibilité d'utiliser le script que je propose dans ma formation spécifique, formation très courte, qui a pour objectif de vous permettre de pouvoir activer automatiquement n'importe quel Windows, quelle que soit la version du Windows 10 ou du Windows 11, que ce soit une version pro, familiale, éducative, etc. Et ce que je vous propose, donc, c'est un code que vous allez trouver en dessous de cette vidéo, dans les ressources également, et ce code de réduction vous permet d'avoir 50% de réduction sur la formation en question, puisque vous venez d'acheter cette formation. C'est une façon de vous remercier. Donc vous allez pouvoir utiliser ce script-là, et ce script va vous permettre d'activer les Windows que vous souhaitez, Windows 10 ou Windows 11, de façon illimitée en moins de 20 secondes sur n'importe quel PC.
il va vous permettre de faire ça. Donc voilà pour l'activation. Une fois qu'on aura activé le Windows, on va procéder aux mises à jour du Windows. Les mises à jour, c'est Windows Update. Ce sont les mises à jour officielles de Microsoft. L'ordinateur connecté à Internet va contacter les serveurs Microsoft, refaire un historique de toutes les mises à jour qui lui manquent et déclencher le téléchargement puis l'installation de ces mises à jour dans le PC. Mais attention, ça ne suffit pas et souvent on oublie de faire les mises à jour dites facultatives. Ces mises à jour facultatives, en fait, ne sont pas du tout facultatives. Elles sont dites facultatives par Windows parce que ce sont des mises à jour qui concernent votre matériel et le constructeur du matériel. Donc Windows s'en lave les mains et dit qu'elles sont facultatives par rapport à son système. Mais elles sont absolument indispensables pour votre PC. Sans ça, les composants internes de votre PC, la carte réseau, la carte mère, le processeur n'aura pas les mises à jour. Donc il faut faire ces mises à jour dites facultatives, on verra comment. Ensuite, on fera également les mises à jour des applications. Les applications, c'est tous les logiciels qui sont fournis avec Windows directement et qui ne sont pas à jour. Ils datent de la version du Windows que vous avez installée et entre-temps, il y a eu énormément de mises à jour. Ces applications ne sont pas des logiciels système, ce ne sont pas des composants système, des mises à jour du système, ce sont des mises à jour de logiciels. Donc il faut passer par le Microsoft Store pour pouvoir réaliser ces mises à jour et c'est ce qu'on fera également. Je vous montrerai en détail comment. Et enfin, on va mettre en service la protection de l'antivirus Windows Defender qui permettra à cet ordinateur d'être complètement en sécurité lorsqu'il ira sur Internet. Voilà pour la mise en service et la configuration de Windows. Attention, c'est l'étape la plus longue. Cette étape-là prend énormément de temps. L'installation du Windows 10 et du Windows 11 va prendre moins d'une demi-heure. Par contre, quasiment 2 heures pour pouvoir faire cette mise en service, pour avoir un ordinateur Windows 10 ou Windows 11 qui est prêt à aller sur Internet de façon sécurisée. Ensuite, cinquièmement, on va replacer les données de l'utilisateur, absolument indispensable. Sauf si vous tombez sur un utilisateur qui n'a que faire de ces données ou qui les a déjà récupérées par ailleurs. Sinon, autrement, il va vous falloir réinjecter les données qu'il y avait dans l'ancien disque dur sur ce nouveau PC, ce nouveau disque dur. Donc, on va voir comment on le fait. Et dans ce cas-là, on va utiliser essentiellement un adaptateur USB SATA que je vous présenterai dans la liste du matériel à avoir. Et grâce à cet adaptateur, on va pouvoir réinjecter les données de l'utilisateur dans le nouveau PC. Et enfin, petit 6, on va installer les logiciels de base pour pouvoir compléter l'installation du Windows et rendre cet ordinateur opérationnel pour le client ou l'utilisateur, c'est-à-dire VLC, je vous montrerai pour VLC, OpenOffice pour une suite bureautique et Adobe Reader pour lire les PDF. Voilà au programme, pas à pas, les 6 étapes que l'on va franchir pour pouvoir utiliser le reconditionnement. Donc, je vais vous montrer vous allez pouvoir télécharger donc la mind map ici détaillée juste en bas de la vidéo en ressources et on va faire également la même chose sur l'infographie que je vais vous présenter maintenant. Donc dans le module précédent nous avons vu la méthodologie en tous les points. Voici donc l'infographie que vous pourrez utiliser, donc elle est en dessous en téléchargement de cette vidéo. Vous allez pouvoir l'utiliser pour la voir en face de vous à chaque reconditionnement de PC. Je vous ai mis toute la suite logique des actions les unes par rapport aux autres que vous devez effectuer pour partir de ce point orange qui est votre PC à reconditionner afin d'arriver en 3 étapes à notre PC reconditionné. Donc on va passer en détail ces différentes étapes. Donc tout d'abord, vous allez vous assurer que le PC est un bon candidat pour le reconditionnement tel qu'on l'a vu. Ensuite, la première étape, c'est le remplacement du disque dur mécanique par un disque dur électronique SSD. Il faudra donc que vous soyez muni de ce nouvel SSD. On verra dans la liste de courses qui suit dans le module suivant comment vous faites pour acquérir ce SSD. Je suis en train de filmer là. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez le SSD, donc vous pouvez rentrer dans cette étape, vous allez rechercher sur YouTube. Alors ce n'est pas indispensable, c'est seulement, comme je vous disais, si vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir ce type de PC. Vous pouvez taper dans YouTube le modèle et le nom du PC plus disassembly et vous allez trouver des vidéos pour vous permettre de pouvoir dévisser et remplacer le disque dur.
Ensuite, vous allez retirer le disque dur et puis vous allez remplacer ce disque dur par le SSD et revisser le tout pour remonter le disque dur. Évidemment, vous allez retirer donc l'ancien disque. Cet ancien disque, on verra ce que vous en faites, mais dans tous les cas, il va falloir le mettre de côté le temps de la récupération des données qu'il y a dessus. Donc pour ça, vous pouvez utiliser l'adaptateur tel qu'on verra USB SATA pour pouvoir le connecter à un ordinateur et extraire les données. Si le disque n'est pas accessible pour X raisons parce que les données, le disque est abîmé, un problème mécanique sur le disque, et bien dans ce cas-là, les données sont perdues. Si le disque est accessible, vous allez récupérer dans la session de l'utilisateur les différentes données que vous allez transférer ensuite sur un disque dur externe, le cas échéant, ou que vous allez mettre de côté pour venir le transférer ensuite dans la session quand vous aurez installé le nouveau disque dur. Donc une fois qu'on a terminé avec le nouveau disque dur qui a été remplacé, qui a remplacé l'ancien disque dur mécanique, on passe à l'étape 2 qui est l'installation de Windows. Il va vous falloir pour ça une clé USB de démarrage pour l'installation. Donc ça peut être soit la clé USB créée avec le support Microsoft Media Creation Tools, donc en Windows 10 ou en Windows 11 selon le système que vous voulez installer. Et là, pour savoir quel système, moi je vous recommande, dès que vous avez plus de 2 GHz de processeur et que vous avez plus de 6 Go de RAM, vous pouvez installer un Windows 11 ou un Windows 10. Si vous avez que 4 Go de RAM, je vous recommande d'installer que le Windows 10, même si, sachez-le, c'est tout à fait possible d'installer du Windows 11 avec 4 Go de RAM. Donc, vous avez votre Media Creation Tools avec une clé bootable d'installation Windows 10 ou Windows 11, ou sinon, vous avez suivi donc, la vidéo que je vous mettrai dans un prochain module plus loin pour pouvoir créer un utilitaire qui va contenir toutes les images ISO de Windows. Ensuite, donc, vous allez faire votre installation de Windows 10 ou de Windows 11. Donc, selon le Windows que vous avez choisi, vous prenez l'une ou l'autre des branches. Et là, dans tous les cas, ce qu'il faut penser, c'est ne pas installer de compte Microsoft. Donc, dans les deux cas, je vous indique comment bypasser cette installation obligatoire. Une fois que le Windows 11 est installé ou le Windows 10 en session locale, vous allez pouvoir passer à la troisième et dernière étape qui est la mise en service du Windows. La mise en service du Windows commence par l'activation du Windows. Donc si ça ne s'est pas activé automatiquement et si vous n'avez pas récupéré la clé avec l'utilitaire que j'indique pour pouvoir récupérer cette clé, dans ce cas-là, ou si la clé vous l'avez récupérée mais qu'elle ne marche pas sur la version de Windows que vous avez installée, dans ce cas-là, il faudra acheter une licence de Windows ou il faudra prendre la formation ou avoir pris la formation que je vous ai proposée lors de l'achat de cette formation à moitié prix pour pouvoir activer le Windows. Donc, une fois que le Windows est activé, vous allez faire vos mises à jour, les mises à jour Microsoft, Windows Update, ensuite les mises à jour facultatives, ensuite les mises à jour des applications et enfin vous allez pouvoir installer les logiciels de base tels qu'on le verra pour lire les PDF, les fichiers de bureautique, faire de la bureautique et éventuellement VLC pour lire les fichiers vidéo. Et c'est là où on arrive au transfert des données dans la session. Alors, je tiens à vous dire que là, je vous les ai mis les unes à la suite des autres comme ça, ces différentes étapes, mais vous pouvez les paralléliser. Vous verrez dans les exemples que je vais donner dans la formation que toutes ces étapes-là sont faites quasiment en même temps en fonction de ce que l'ordinateur est capable de pouvoir gérer en parallèle. Et donc, on va récupérer les données de l'utilisateur en branchant notre disque dur USB SATA IDE ici directement pour l'injecter, ou si on a déjà transféré ça dans un autre PC ou sur un disque dur externe, c'est ce disque dur externe qu'on va brancher maintenant pour pouvoir récupérer les données de session de l'utilisateur. Et voilà, nous avons enfin un Windows prêt avec les données qui est prêt à fonctionner. Donc voilà pour l'infographie, je vous la mets en ressource en dessous, vous pouvez la télécharger au format PDF et la voir en face des yeux, le temps que tout ça devienne un automatisme, ou même vous pouvez vous l'imprimer pour l'avoir dans votre atelier, comme ça vous l'aurez toujours en face des yeux. Évidemment ça marche pour une tour, comme pour des portables, le démontage, la seule chose c'est qu'au moment du démontage, ici on va avoir une spécificité, ça va être un peu plus simple pour les tours parce que c'est plus facile d'accès. Vous verrez dans les ateliers de mise en pratique, je vous ai mis un cas pratique avec une tour, donc vous verrez comment ça se passe. Voilà, donc voilà pour ce module infographie. Donc vous avez ces deux ressources en PDF. Dans le module précédent, la mind map,
qui vous le donne par séquence comme ça, ou dans ce module-là, l'infographie, qui est également disponible en PDF. Maintenant qu'on sait tout ça, passons au prochain module où on va voir la liste des outils qu'il vous faut pour pouvoir reconditionner un PC. Très bien, maintenant nous allons voir tout le matériel qui vous est indispensable afin de pouvoir reconditionner un PC, que ce soit une tour ou un PC portable. Alors, il va d'abord nous falloir un tournevis. Il vous faut un tournevis évidemment parce que vous allez devoir démonter l'ancien disque dur, donc la tour ou le portable, pour pouvoir accéder à l'ancien disque dur et remplacer ce disque dur par le nouveau disque dur SSD. Donc il va vous falloir un tournevis. Donc c'est souvent un tournevis cruciforme adapté à la taille des vis à retirer. Donc tout le monde a un tournevis en principe chez lui. Si vous souhaitez vous équiper d'un kit avec tout le matériel, vous pouvez opter. Je peux vous conseiller le mien, celui de iFixit. Je vous mets un lien en bas vers le kit sur Amazon. C'est un kit, alors aujourd'hui je ne sais pas combien ça coûte. On va aller voir ça tout de suite. Donc si je vais sur Amazon, iFixit. Voilà, c'est ce kit-là, c'est le iFixit ProTech. Alors moi, j'ai pris le kit le plus élevé parce que dedans, on a vraiment toute la visserie possible et imaginable. On a les petits éléments ici, les médiators pour pouvoir déclipper les capots. Bref, tous ces éléments-là vont vous servir pour pouvoir avoir la totale, être sûr, surtout si vous devez partir avec, vous êtes sûr que vous avez tout en main pour pouvoir travailler et transporter ça, pas besoin de prendre d'autres outils. Mais par contre, voilà, c'est pas donné, hein, donc c'est un investissement qui se justifie soit si vous avez les moyens, soit si vous l'utilisez à titre professionnel. Je vous recommande pour 75 €, vous avez le kit iFixit. Mais ceci dit, un simple tournevis fera très très bien l'affaire, donc c'est vraiment là pour vous parler du matériel que j'ai. Mais ce n'est pas obligatoire, un simple tournevis pour défaire les vis, ça suffira amplement. Allez, on passe au prochain élément qu'il vous faut. Donc après le tournevis, il vous faut une clé USB. Pourquoi? Parce que cette clé USB, elle va nous permettre à pouvoir installer Windows dessus, soit Windows 10, soit Windows 11. Donc vous avez deux options. Soit vous utilisez une clé USB comme ça que vous allez acheter, alors prenez-la au moins à 16 Go, hein, c'est un minimum. 16 Go, dessus vous allez mettre quoi? Vous allez aller créer votre clé USB comme je vais le montrer dans les prochains modules du dessous pour créer sa clé USB Windows 10 avec le Media Creation Tool de Microsoft ou la clé USB Windows 11. Donc dans ce cas-là, il faudra une clé pour Windows 10 et une clé pour Windows 11. Alors une clé USB de 16 Go, ça se trouve aussi très facilement. Si on repart sur ici et qu'on va dans les commandes, voilà, si je cherche clé USB, voilà, vous allez trouver la SanDisk, celle-là qui est très rapide, où je recommande, voilà, la base, celle que je vous montre là, une clé 128 Go. Voilà, 128 Go, 16 Go, vous voyez que, alors x10, hein, donc là c'est le lot de 10 clés à 16 Go est à 30 €, donc peut-être pas 10 clés quand même. La 128 Go va vous coûter 12 €. 128 Go, ça fait beaucoup pour mettre un seul système. Mais voilà, si vous en prenez 3 de 32 Go, voilà, ça c'est l'idéal. Vous pouvez en prendre 3 de 32 Go. Donc je vais vous mettre le lien également ici en bas dans la formation. Je vous mets le lien dans la formation. Donc un stock de 3 de couleurs différentes. Donc ça c'est parfait. À 18 €, donc moins de 20 €, vous allez pouvoir mettre du Windows 10 sur l'une, du Windows 11 sur l'autre. Vous pourrez mettre du Windows 10 32 bits, du Windows 10 64 bits et puis une en Windows 11. Le Windows 11 est forcément 64 bits. Donc je vous rajoute ça en dessous, le lien vers ces 3 clés. Ça sera largement suffisant, c'est des clés USB 3. Hein. Et ici donc on voit que
on va s'en sortir pour aller les 3 clés à 18,20 € actuellement, donc on va dire pour 20 €. Vous avez vos 3 clés USB. En dessous, après, je vous montre les modules pour pouvoir créer ces clés USB. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Vous avez 3 clés et sur chacune des clés, vous mettez un Windows. Donc une clé pour un Windows 10 32 bits, une clé pour un Windows 10 64 bits et une clé pour un Windows 11. Très bien. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une seule clé. Donc je vais vous montrer à 128 Go qui est une clé ultra rapide. Donc on va revenir à nouveau dans les commandes. C'est cette clé que je vous conseille. C'est la SanDisk Extreme Pro à 128 Go. Et cette clé de 128 Go qui va vous coûter 45 €. Alors, vous voyez, en prix total, elle est à 69 €, hein, mais vous la trouvez souvent en promotion. Donc là, actuellement, elle est à 44 €. Cette clé, elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre de pouvoir enregistrer et créer votre clé ultime. La clé, celle que j'appelle la clé ultime, je vous mets aussi le module en dessous pour apprendre à le créer. C'est une vidéo également qui est disponible sur ma chaîne, hein, donc je vous mettrai les modules dans la formation, mais c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Cette clé USB, c'est celle-là, je vous montre à quoi elle ressemble. Ça va être une clé unique, donc comme ceci. Et sur cette clé, vous allez pouvoir mettre à la fois, c'est une clé Ventoy, donc c'est un système, je vous explique ça dans le module, un système qui permet de pouvoir avoir un menu de démarrage sur cette clé avec autant de clés que vous voulez. Donc au lieu d'avoir 3 clés par exemple d'installation, les 3 ISO d'installation seront sur cette clé et vous allez pouvoir choisir laquelle vous voulez utiliser quand vous mettez cette clé dans un PC. Vous voulez utiliser l'installation de Windows 10 32, l'installation de Windows 10 64, l'installation de Windows 11 ou même vous voulez utiliser un système comme RNBootcD qui est un système pour réparer les PC. Donc dans le module du dessous, je vais vous montrer comment créer cette clé, mais il faut que vous l'achetiez. Donc pour pouvoir l'acheter, vous irez sur Amazon en cliquant sur le lien que je vous mets en bas maintenant. Donc je vais vous mettre le lien. Je vous le copie tout de suite, vous le mettez, vous cliquez sur ce lien, vous achetez cette clé, quand vous la recevez, vous suivez le module pour pouvoir la configurer et la transformer en clé bootable. Alors le gros intérêt, c'est que vous allez avoir une seule clé dans votre trousse et cette clé va vous permettre de tout faire, réparer des PC, mais également installer tous les Windows. C'est une clé qui a la particularité d'être excessivement rapide, hein, avec des débits qui vont en lecture jusqu'à 420 mégaoctets secondes. Donc ça va vous permettre de pouvoir faire des installations rapides. Bien, donc ça, c'est pour les clés USB. Donc, une fois qu'on a ces clés USB, on va pouvoir avoir donc les clés bootables USB. Ensuite, il va vous falloir un adaptateur IDE SATA USB. Donc, un adaptateur IDE SATA USB, c'est ce type de matériel. Ce matériel va vous permettre de pouvoir récupérer les données du disque dur mécanique que vous aurez remplacé. Donc, quand vous allez démonter le PC, que ce soit un gros disque 3,5 pouces ou un petit disque comme ça, vous allez pouvoir le brancher ici à cet adaptateur. Cet adaptateur se branche à une prise électrique et ensuite, grâce à ce câble USB de l'adaptateur que vous allez brancher dans le PC reconditionné, vous allez pouvoir extraire les données qui étaient dans la session ici pour pouvoir les transférer dans le nouveau PC. C'est ce qu'on a vu dans l'infographie tout à l'heure et dans les différentes étapes. Donc cet adaptateur USB SATA IDE, vous allez le trouver également sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous du module. Si on va sur Amazon et qu'on le recherche, donc ici dans les commandes. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai. Il coûte 30 €, 29,99 €. C'est un adaptateur qui va vous permettre donc de pouvoir brancher en USB à un PC et surtout de pouvoir ensuite brancher vos disques durs que vous avez. Les disques durs que vous avez en retirés pour les remplacer, vous allez pouvoir les brancher à l'adaptateur, l'allumer et transférer ça, les données, dans la session. Donc je vous mets le lien vers cet adaptateur également. Alors tout ça ne sont pas des liens affiliés, ce sont les outils que j'utilise moi, donc c'est pour ça que je vous les propose. Vous pouvez évidemment prendre des trucs concurrents hein, si vous trouvez, mais je ne les ai pas tous testés, donc je ne peux parler que de ce que je connais. Donc ceux-là, j'en suis content. Moi j'en ai 2, ça me permet de pouvoir utiliser ça pour pouvoir faire 2 PC en même temps. Donc vous achetez autant que c'est nécessaire pour vous. Donc adaptateur USB 3 IDE SATA, je vous le mets aussi également en dessous. Donc une fois que vous avez la clé USB pour installer, le tournevis pour remplacer, il va vous falloir aussi un disque dur. Hein, il va vous falloir un nouveau disque dur. Alors les disques durs, pour ça, moi je vous recommande une chose. La première, c'est de faire d'abord l'inventaire des données. Alors si vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez un disque dur de exactement la même taille que le disque que vous avez retiré.
Par exemple, si vous avez retiré un disque dur qui est de 500 Go, vous allez chercher un disque dur de 500 Go. Si vous avez retiré un disque dur de 1000 Go, vous le remplacez par un disque SSD de 1000 Go. La seule chose, c'est que vous allez voir que les disques durs coûtent plus ou moins cher en fonction des tailles. Et puis ici, vous allez rechercher SSD. Donc si on prend par exemple un disque dur de 500 Go en SSD sur Amazon, alors attention, il faut prendre vraiment des 2,5 pouces. Donc ça, vous pouvez le sélectionner ici dans les zones. On va mettre comme ça 2,5. Et voilà, comme ça, il va nous sortir que des... Voilà. Donc ici, 500 Go, vous voyez qu'on est à 35 €. C'est tout à fait envisageable. Ma recommandation, ça serait quand même d'aller sur des disques durs qui sont des disques durs de marque reconnue. Par exemple, Crucial, par exemple PNY, par exemple Samsung, Lexar. Hein. Voilà, par exemple, ce Lexar ici, 480 Go à 48 €, c'est Crucial, c'est très bien. Ce sont de très bonnes marques. Ne prenez pas des marques inconnues au bataillon parce que tout simplement je ne sais pas ce que ça vaut. Après vous pouvez les utiliser, hein, rien ne vaut. Mais Kingston, Verbatim, Samsung, Crucial, Lexar, PNY, ce sont voilà, les marques que je vous recommande. Donc vous prenez, vous remplacez votre disque dur, la taille du disque qui a été retiré. Alors comment savoir quelle est la taille du disque? C'est pas très compliqué, vous prenez le disque dur en question, et puis vous allez voir, c'est marqué sur le disque, ici dans les mesures. Donc vous voyez ici, il y a marqué 1000 Go, 1000 GB, gigabytes. Les octets, c'est des bytes en anglais, donc ça sera toujours l'abréviation GB. Donc 1000 GB, c'est 1 Tera. Donc ici, je remplacerai ça tout simplement par un disque dur de 1 Tera. Donc ça, c'est la première méthode si vous ne voulez pas vous casser la tête. Mais par contre, vous pouvez très bien aussi décider de regarder exactement la taille qu'il vous faut. Comment vous allez faire ça? Vous allez brancher ça à un adaptateur IDE SATA, ou si le PC démarre avant que vous le reconditionnez, vous allumez le PC et vous allez dans le poste de travail. Et quand vous êtes dans le poste de travail, donc je vais vous montrer, quand vous êtes dans le bureau de l'ancien PC avant de le reconditionner, vous allez ouvrir une fenêtre de l'explorateur Windows, vous allez aller sur ce PC, et puis vous allez regarder ici dans le disque, alors imaginons que ce soit ce disque-là, le disque C. Vous allez aller dans ce disque, vous allez regarder la taille totale, donc vous voyez c'est affiché ici. C'est affiché ici, 2,19 Tera de libre sur 3,63 Tera de libre. Donc vous, évidemment, ça ne sera pas des Tera, ça sera des gigas. Donc imaginons qu'ils vous disent que vous avez 500 gigas, allez, il vous dit que vous avez 200 gigas de libre sur un disque dur de 500 gigas. Ça voudra dire que si vous faites 500 moins 200, il reste 300 gigas. Ça veut dire que tout le disque dur ici est occupé par 300 gigas. Donc, si la personne utilise son disque dur, cet utilisateur a déjà depuis plus de 10 ans son ordinateur et qui n'a pas réussi à remplir la moitié du disque dur, vous n'allez pas lui reprendre un disque dur de la capacité. C'est du gâchis, puisqu'en réalité, il n'utilise que la moitié. Pardon, il n'utilise que la moitié du disque dur. Donc vous allez lui prendre un disque dur de 250 Go. Si toutes ces données ne font que 200 Go, c'est largement suffisant. Alors, sachez qu'en plus, ici, dans l'espace qui vous est... la déduction que vous allez faire pour avoir l'espace restant, ce n'est pas tout à fait exact. Pour être exact, il faudrait aller sur la session de l'utilisateur. Donc vous allez sur le disque dur, vous allez dans Utilisateur, ici. Vous allez dans la session de l'utilisateur, donc ici, moi, la session, c'est celle-ci. Et vous allez cliquer bouton droit sur le dossier bureau, vous faites propriété, et là, il va vous dire exactement la taille qui est occupée par les données, parce que quand vous regardez le disque C, il y a aussi le Windows qui est dedans, avec toutes ces mises à jour, avec tout le système, avec tous les fichiers temporaires, donc tout ça, ça prend plus de place que les données brutes de l'utilisateur. Alors que si vous faites un inventaire, vous procédez à un inventaire exact, en cliquant bouton droit sur les dossiers correspondants, donc documents, images, bureau, vidéo, téléchargement, musique, vous allez avoir la taille exacte de ce qu'occupe en mémoire les données de l'utilisateur et vous allez faire une somme de ces données-là pour savoir quelle est la taille exacte en gigaoctets qu'il vous faut sur le disque dur. En moyenne, moi, la plupart du temps, 99% du temps, quand j'ai un reconditionnement à faire, avec un disque dur de 240 Go, ça suffit largement pour la plupart des utilisateurs qui utilisent en moyenne entre 80 et 100 Go, mais guère plus. Donc, regardez bien ça pour ajuster. Et un disque dur, aujourd'hui, si on fait ça, 240, donc moi, c'est les disques de 240 Go que je récupère en SSD. Donc, vous faites comme ça, Géo, SSD.
Et là, voilà, moi actuellement, voilà, ce sont les Lexar que j'utilise, vous voyez, à 30 €, PNY aussi, vous allez trouver ça. Donc c'est les deux marques que j'utilise, et vous voyez que c'est très raisonnable pour pouvoir reconditionner un PC. Donc là, celui que j'ai ici, c'est le PNY ici à 34 €. Voilà, c'est celui-là, 240 Go. Ça arrive en un jour, parce que moi j'ai l'Amazon Prime, sinon vous allez le recevoir sous 2-3 jours. Ça va très vite et c'est largement suffisant. Donc voilà, il va vous falloir un disque dur. Et donc ici, la petite étape, c'est de faire bien l'inventaire des données pour savoir la taille du disque que vous allez utiliser. Bien, une fois qu'on a ce matériel-là, la seule question maintenant qui se pose, c'est le matériel que vous n'allez pas acheter parce que vous l'avez déjà. Alors qu'est-ce que vous avez déjà? C'est un autre ordinateur. Un autre ordinateur va vous être très utile si vous faites du reconditionnement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin, ce disque dur, une fois que vous l'aurez retiré et que vous serez en train de travailler sur le PC en installant le nouveau disque, vous allez prendre cet appareil-là et vous allez brancher et pour réinjecter. Mais vous pouvez très bien aussi tester pour voir si ça c'est accessible en le branchant à votre ordinateur et en voyant si vous pouvez accéder à ça. Et si vous pouvez accéder à ça, vous pouvez très bien, pendant que vous êtes en train d'installer et faire les mises à jour, vous pouvez très bien récupérer les données en même temps en parallèle avec ça sur votre ordinateur à vous. Et puis, une fois que vous avez ça sur votre ordinateur à vous, vous pouvez vous munir d'un disque dur comme ça pour remettre les données dessus. Et puis, comme ça, quand votre PC sera prêt, vous allez pouvoir utiliser ce disque dur avec les données que vous avez récupérées d'ici pour les mettre là, grâce à votre ordinateur. Vous allez pouvoir les réinjecter dans l'ordinateur. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que si vous achetez un disque dur comme ça, par exemple, un disque dur très rapide, ça sera toujours plus rapide de transférer les données ici à là, et ça ensuite dans le PC. Pendant que le PC est en train d'installer le Windows, vous faites votre transfert de données. Une fois que c'est bon, une fois que le Windows est installé, là vous allez le réinjecter, ça ira 10 fois plus vite avec ça qu'en allant attaquer l'ancien disque dur ici en mécanique, hein, en allant lire dessus avec ça pour le transférer. Donc c'est juste une question d'optimisation du temps. Vous pouvez très bien vous munir d'un disque dur externe pour récupérer les données et d'ici et les transférer sur votre PC, de votre PC à ce disque dur externe là et de ce disque dur externe là ensuite dans le PC qui a été réinstallé. Donc ça c'est une petite astuce que je peux vous donner en plus. Donc à côté de ces histoires de disques durs de clés USB, donc on va voir tout à l'heure comment, en bas, les modules suivants, comment vous pouvez réaliser ces clés USB de boot, de démarrage. Mais ici, vous allez avoir besoin ensuite d'outils. Alors ça, c'est pas indispensable, mais vous pouvez acheter des outils pour nettoyer les PC. Donc vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin d'une bombe à air sec. Alors une bombe à air sec, ça se présente comme ça. Vous allez acheter ça pareil sur Amazon, hein, donc si on prend gaz dépoussiérant avec prolongateur, hop. Voilà, donc là si on cherche ça, vous voyez, vous tombez sur plusieurs bombes à air sec, et voilà, ça coûte entre 6, moins de 10 €, et ça va vous permettre de nettoyer le PC, parce que quand vous allez l'ouvrir pour remplacer l'ancien disque dur par un nouveau disque, ben, évidemment, vous allez en profiter pour souffler la poussière dans le ventilateur. C'est ce que vous verrez le faire dans tous les ateliers ensuite qui vont suivre. Vous allez voir qu'on utilise ça. Moi, j'utilise aussi également un compresseur. C'est parce que voilà, je suis à l'atelier, à la boutique, c'est plus simple. Si vous n'avez pas de compresseur, vous pouvez acheter ça. L'avantage par rapport à un compresseur, il faut le dire, c'est que là, l'air qui est dedans est vraiment de l'air sec. Ce n'est pas de l'air ambiant qui est brassé par le compresseur et qui est pulsé ensuite, qui peut contenir donc de l'humidité en fonction de la saison où vous faites ça. Et l'humidité, les composants, ils n'aiment pas ça, donc il faut laisser sécher un petit peu pour pouvoir utiliser et rallumer les PC. Alors qu'avec ça, c'est vraiment de l'air sec, donc là, ça ne risque rien. Donc vous allez pouvoir utiliser ça. Vous allez pouvoir également aussi... donc ça, je peux vous mettre un lien également pour la bombe à air sec, celle-là, ça me semble très bien. Je vais vous mettre, c'est le choix Amazon, je vais vous mettre un lien là-dessus également. Voilà, donc une fois que vous avez nettoyé la poussière, etc., donc là, on est sur un budget qui, si on additionne, donc on va dire votre tournevis, une clé USB, l'adaptateur USB SATA, le disque dur de remplacement, voilà, vous êtes sur un budget autour de 60 €, guère plus. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même très intéressant. Pour 60 €, vous êtes prêt pour pouvoir reconditionner le PC. Il n'y a pas besoin d'investir plus que ça.
Hein, donc c'est largement suffisant. Après, vous pourrez vous munir de choses supplémentaires. Donc je résume, le récapitulatif, donc le BABA que vous devez avoir. Allez, on va faire de l'espace. C'est une clé USB avec votre Windows dessus, un disque dur vierge, et puis l'adaptateur USB SATA pour pouvoir démarrer. Si vous avez déjà une clé USB, hein, vous pouvez très bien la recycler pour l'utiliser. Si vous installez dessus la clé Ventoy ou les Windows 10 et 11, ça va écraser ce qu'il y a sur la clé, donc vous videz bien ce qu'il y a dedans avant de l'utiliser. Mais vous pouvez très bien utiliser une clé comme ça, la recycler, une clé que vous avez déjà, donc il vous restera juste à acheter ça c'est indispensable, et évidemment le disque dur de remplacement. Donc ça, on a vu que c'était une trentaine d'euros, et puis quant à l'adaptateur USB SATA, voilà, on a vu que c'était 28 euros. Donc voilà. On va dire que pour moins de 60 euros, vous pouvez déjà reconditionner un PC. Donc ici, la question de savoir est-ce que ça vaut le coup financièrement, oui, ça vaut le coup financièrement. Parce que si c'est pour vous, pour 60 euros, vous repartez avec un PC neuf. Si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un. Vous pouvez facturer jusqu'à 250 euros le forfait reconditionnement. Hein, c'est déjà moitié moins cher que de racheter un nouveau PC. Et en investissant que 60 euros et la connaissance de cette formation, bah, vous pouvez... le reste, c'est de la marge que vous allez faire. Donc, ça vaut largement le coup. Voilà pour le choix du matériel à faire. Donc, juste ensuite, dans les prochains modules, je vous montre comment préparer les différents outils pour pouvoir faire cette installation. Donc, on va voir juste en bas les différents modules que vous allez utiliser pour pouvoir créer vos clés d'installation. Ces modules-là sont des modules... que j'ai récupéré des vidéos que j'ai déjà produites sur la chaîne. Ça ne sert à rien que je les refasse parce qu'elles sont déjà suffisamment complètes et d'actualité pour pouvoir vous permettre de faire vos clés avec. Donc je vous remets en dessous juste après les prochains modules de création de clés USB d'installation. J'ai une préférence moi pour la clé ici Total, mais ça ne vous fait pas l'économie. Je vous recommande, même si vous avez cette clé là, je vous recommande d'investir quand vous le pourrez pour 3 clés USB, pour avoir aussi les clés Microsoft directement, parce que ça va vous permettre de pouvoir, en cas de problème de lecture sur la clé Ventoy, vous allez pouvoir utiliser ces clés USB d'installation. Allez, on se dit donc à tout de suite pour les modules de création de clés, pour vous permettre de créer vos clés, et puis ensuite on va passer à la phase pratique de reconditionnement à proprement parler, dès que vos outils sont prêts. Je vous dis donc à tout de suite dans le prochain module. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo une petite astuce pour pouvoir récupérer sa clé Windows. Allez, on passe maintenant à la pratique. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Voilà, ce lien va vous permettre de télécharger ici la petite application qui s'appelle Choquer Plus. Donc vous allez cliquer dessus. Il va falloir que vous la décompressez. Donc vous pouvez la décompresser en cliquant clic droit, extraire tout. Vous cliquez sur extraire. OK. Du coup, il va extraire ce dossier-là. Donc vous allez cliquer dessus 2 fois. Et vous voyez que vous avez 2 types de fichiers. Alors si votre ordinateur est sous Windows 64 bits, dans ce cas-là, vous allez prendre la version 64 bits. Si c'est une autre version, vous prendrez la version 86. Donc comment vous savez si votre Windows est 64 bits ou pas? Vous cliquez ici sur Paramètres. Ici, vous allez dans Système. Vous allez dans À propos de. Et ici, il va vous dire si c'est 64 bits ou pas. Donc dans mon cas, c'est 64 bits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer bouton droit ici et je vais dire Extraire tout. Et je vais décompresser uniquement la version 64 bits. Je dis extraire. Donc elle est placée ici. Je clique 2 fois dessus. 2 fois dessus à nouveau. Voilà. Et j'ai l'utilitaire qui est ici. Donc il n'y a pas besoin de l'installer. En fait, hein, vous cliquez 2 fois dessus et il va ouvrir automatiquement. Il va exécuter l'utilitaire. Donc je clique 2 fois dessus. Il va vous demander d'autoriser l'exécutable et automatiquement une fenêtre va s'ouvrir. Alors vous voyez bien que ici il me donne ma clé Windows qui est installée. Voilà, félicitations, maintenant vous savez comment récupérer votre clé Windows grâce à ce petit utilitaire. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Nous allons dans cette étape créer une clé USB bootable. En fait, c'est une clé d'installation pour le système Windows 10. Il va vous falloir une clé USB d'au moins 8 Go pour pouvoir créer cette clé USB bootable. Donc vous allez insérer d'abord votre clé dans l'ordinateur. Attention, tout le contenu de la clé va être supprimé. Donc une fois que vous avez inséré votre clé, vous allez aller sur Internet.
Donc dans Google, vous allez taper clé USB bootable Windows 10 et vous allez aller sur le premier site qui s'affiche, créer un support d'installation pour Windows. Vous cliquez dessus. Donc dans la liste, vous descendez, vous choisissez Windows 10. Ensuite, vous descendez un peu plus bas et vous cliquez sur télécharger maintenant l'outil. Le téléchargement va se lancer. C'est un tout petit fichier qui va se télécharger. Vous cliquez dessus. Il va démarrer l'installation du support. Donc là, il va effectivement détecter si vous avez mis une clé USB ou pas. Voilà, vous allez faire accepter. Alors c'est totalement gratuit, hein, la création de cette clé USB bootable. Ok, vous n'allez pas laisser cliquer sur mettre à niveau ce PC, vous allez cliquer sur créer un support d'installation. Clé USB, DVD ou fichier ISO. Vous faites suivant. Vous utilisez les paramètres recommandés. Vous faites suivant. Ici, disque mémoire flash, donc la taille doit être au moins supérieure à 8 Go. Vous faites suivant. Ici, il détecte les différents périphériques qui sont connectés en USB sur votre ordinateur. Nous, c'est bien la clé E, ESD USB. On fait suivant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, le support d'installation est prêt. Donc, on n'a plus qu'à cliquer sur terminer. On va retirer la clé USB et on va passer donc à la troisième. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une clé USB bootable sous Windows 11. Alors à quoi ça sert une clé USB bootable? Tout simplement à installer proprement un Windows 11 sur votre système. Imaginez que vous soyez sous Windows 10 et que vous souhaitez passer à Windows 11, il vous faudra cette clé. Donc tout d'abord, il va vous falloir une clé USB de plus de 8 Go. Allez sur Google et vous allez taper clé USB bootable sous Windows 11. Dans la liste des sites qui vont arriver, vous allez trouver le site de Microsoft. Donc vous cliquez sur créer un support d'installation pour Windows. Vous descendez, vous cliquez sur Windows 11 et ensuite vous descendez un peu plus bas et vous allez cliquer dans la rubrique création d'un support d'installation Windows 11. Vous allez cliquer sur télécharger. Le petit utilitaire s'est mis en dessous. À ce moment-là, vous allez insérer votre clé USB dans votre ordinateur. Il faut que votre clé soit déjà dans l'ordinateur. Et là, vous allez cliquer 2 fois pour lancer l'utilitaire. Et une fenêtre de préparation, donc d'installation, va apparaître. Vous cliquez sur accepter. Vous cliquez sur suivant. Vous assurez que c'est bien disque mémoire flash USB qui est coché. Vous cliquez sur suivant. Vous choisissez la clé USB qui est connectée à votre ordinateur. Ici, moi, c'est la clé qui est sur le lecteur I, je choisis et je clique sur suivant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ok, le disque est enfin prêt, donc il vous suffit juste de cliquer sur terminer. Voilà. Et nous avons donc une clé USB bootable sous Windows 11 que vous allez pouvoir utiliser pour toutes vos installations de Windows 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de images ISO. Comment on récupère ces images ISO? C'est ce que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. C'est très difficile de trouver des images ISO qui ne sont pas modifiées sur Internet, surtout si vous passez par des sites de torrent. Et la difficulté d'images modifiées, c'est que non seulement ce ne sont pas les originales, mais en plus vous pouvez récupérer des fichiers qui contiennent des malwares. Donc pour éviter ça, je vais vous donner mes méthodes et mes astuces pour récupérer des images ISO en 2024. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, quand il s'agit d'images ISO sous Windows 10 ou Windows 11, vaut mieux passer par le site de Microsoft. Alors comment on fait ça? Sur le site de Microsoft, vous allez aller sur Internet. Sur Internet, ici, vous allez taper Microsoft Windows, imaginons 11 par exemple, Tool, vous validez par entrée. Et là, vous avez le site de Microsoft, donc ici .com avec téléchargement de Windows 11. Vous cliquez dessus. Et ici, ce que vous allez faire, vous allez descendre ici dans téléchargement de l'image disque ISO Windows 11. Alors, 2 avantages à faire ça directement sur le site de Microsoft. Donc, premièrement, c'est que vous êtes sûr de ne pas prendre un fichier qui contient de malware. Et deuxièmement, vous aurez toujours la dernière version de l'image à jour. Donc, ce que vous faites ici, vous venez dans section de téléchargement, vous cliquez sur Windows 11 Multi-ISO et vous faites télécharger tout simplement.
On va vous demander la langue ici. Vous allez cliquer ici, vous allez choisir la langue du téléchargement, donc de la version du Windows 11 que vous voulez. Vous allez dire confirmer. Voilà, une fois que c'est fait, ici vous avez la version à récupérer en téléchargement, donc c'est la 64 bits. Je clique dessus et vous voyez que la version se met automatiquement à télécharger. Ça, c'est pour Windows 11. Alors, qu'en est-il pour Windows 10? Donc, pour Windows 10, vous allez faire la même chose, sauf qu'au lieu de taper Windows 11 ici, vous allez taper Microsoft Windows 10 Tool. Vous validez par entrée et là, vous allez voir télécharger une image disque ISO. Donc, une fois de plus, bien sûr, sur le site de Microsoft. Donc, vous cliquez dessus. Ici, vous allez arriver sur ce site. Alors, vous allez passer sur le téléchargement de l'outil. Vous ne pouvez pas récupérer l'image ISO directement. Donc, vous allez passer par le Media Creation Tool de Microsoft. Donc, vous cliquez sur télécharger maintenant l'outil. Il va télécharger l'outil Media Creation Tool. Vous lancez l'outil. Vous acceptez l'installation. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, ici, il vous demande d'accepter le contrat. Vous faites accepter, bien sûr. Voilà, et ici, vous n'allez pas mettre à niveau, vous allez cliquer sur créer un support d'installation clé USB et vous allez faire suivant. Ici, vous allez décocher la case qui est ici, ce qui va vous permettre à la fois de récupérer soit la version 64 bits, soit la version 32 bits. Donc c'est comme ça que vous pourrez revenir tout à l'heure pour récupérer différentes versions. Ici, on va prendre la version 64 bits, on va dire suivant. Et là, vous allez cliquer sur fichier ISO plutôt que de graver ça sur une clé bootable automatiquement. Vous cochez fichier ISO et vous faites suivant. Il vous demande où est-ce que vous voulez installer ça. Vous allez lui donner un nom. On va l'appeler Windows 10 64 bits récent. Et je vais mettre ça dans téléchargement également. Je dis enregistrer. Et voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à laisser le Media Creation Tool faire son travail pour vous créer cette image ISO que vous allez récupérer dans votre espace de téléchargement. Ok, quand c'est terminé, donc ici, il vous dit que c'est terminé. Vous cliquez sur terminer. Voilà, et vous pouvez aller voir dans votre dossier de téléchargement, on a là le fameux Windows 10, ici Recent ISO, qui a été téléchargé. Donc voilà pour Windows 10. Donc on a fait Windows 10, on a fait Windows 11. Qu'en est-il maintenant si vous voulez récupérer des anciennes versions de Windows? Donc de la version 8, voire jusqu'à la version XP. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors si vous voulez récupérer des anciennes versions de Windows, vous allez passer par des sites qui sont dédiés à ça. Et le site que je vous conseille, puisque je l'ai testé, c'est le site osclick.fr. Donc vous allez sur Internet, ici, alors vous tapez osclick avec un espace, voilà. Et vous allez sur ce site, os.click.fr. Donc, vous cliquez dessus. Alors, comment marche ce site? Vous allez choisir, dans un premier temps, ici, le type de ISO que vous voulez récupérer. Donc, nous, ici, c'est Windows 10, Windows, voilà. Vous voyez qu'il vous propose Windows 10 et Windows 11. Vous allez aller dans fin de vie. Fin de vie, ça vous donne accès à toutes les autres images ISO. Imaginons qu'on veuille la version de Windows XP, donc je vais cocher Windows XP, je vais prendre ce qui m'est proposé, c'est le Service Pack 3, je vais prendre la version professionnelle. Ici, je vais choisir ma langue, je prends français et vous voyez qu'il me propose version en 32 bits, je prends ça. Ici, ça tombe très bien, on a la langue est en français, on va cliquer ici sur le fichier et ça nous donne accès au téléchargement, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est pour Windows XP. Qu'en est-il pour les autres versions de Windows? Donc imaginons Windows Vista. Windows Vista, pareil, je choisis ici Service Pack 2. Ici, je choisis multi-édition, la langue, toujours pareil, je prends le français. Ici, je vais prendre en 64 bits, Service Pack 2 français, et je vais pouvoir cliquer directement ici. C'est la version française également, pas de souci. J'ai ce fichier qui va passer en téléchargement. Il y en a pour 5 minutes. Ok, maintenant on va aller voir pour du Windows 7, Service Pack 1, on va prendre la version Ultimate, on va prendre ici français, 64 bits, on a aussi ça en français, donc c'est parfait, on lance l'ISO. Ok, nous voilà donc pour Windows 8, donc nous allons prendre directement la 8.1, ici nous allons choisir la dernière mise à jour,
Nous allons prendre multi-édition. La langue, nous allons toujours prendre français. Ici, on va choisir la 64 bits. Et donc, comme vous voyez ici, en fait, on va avoir non pas l'image ISO en version française, on va avoir l'image ISO en version anglaise. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on utilise le téléchargement de 3 fichiers. Donc, on va télécharger ici l'image source. On va télécharger ici le fichier SVF. Et on va télécharger ici l'extracteur. Donc quand vous cliquez sur le téléchargement de l'extracteur, il vous envoie sur le site de Softpedia, vous dites Agree. Ici, vous cliquez sur Softpedia Download US, ici. Voilà, et vous devez arriver sur Extractor, SVF Extractor. Donc vous allez cliquer ici pour le démarrer de façon automatique, si jamais il ne s'est pas lancé automatiquement ici. Donc on va cliquer ici, voilà, et là, vous voyez, il est en train de lancer le SVF Extractor, donc ça s'est fait très rapidement, hein. C'est un tout petit fichier ici de moins de 1 mégaoctet. Hein. Voilà, donc on a notre image en ISO qui, elle, va nous prendre 4 minutes, hein, c'est une 4 Go. L'image ISO anglaise, vous voyez EN de Windows 8. On a notre SVFX qui est ici, l'extracteur, et on a la version de conversion pour la conversion, le fichier SVFX qui est ici en FR Windows 8.1. Donc on laisse le téléchargement se finir et on va regrouper tout ça dans un seul et même dossier et je vais vous montrer comment vous allez transformer et convertir cette image ISO en anglais pour la convertir en français. Ok, quand les téléchargements sont terminés, vous allez aller dans le dossier téléchargement et vous allez récupérer toutes les images ISO et les rassembler au même endroit. Donc ici, nous, on va se les mettre par exemple sur le bureau. Donc on a la version anglaise de l'image ISO, on a le fichier svfx.exe et on a la traduction pour la conversion. On va mettre tout ça dans un même dossier, on va l'appeler Windows 8. Donc je glisse le tout dedans. Et ce que vous allez faire maintenant pour convertir l'image, vous allez ouvrir ce dossier et vous allez double-cliquer 2 fois sur l'exécutable portable ici, SVFX. Ici, vous allez dans Informations complémentaires et vous dites exécuter quand même. Vous allez avoir donc l'exécutable qui va s'ouvrir. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur File ici et vous allez cliquer Ajouter Add SVF Files. Donc on va dans le dossier bureau, on va dans W8, hein, Windows 8, voilà. Il va vous en trouver un seul de fichier SVF File, hein, c'est celui-là. En FR, vous sélectionnez ça, vous faites ouvrir. Et puis ensuite, vous allez cliquer sur Extract. Et maintenant, il va vous trouver dans le même dossier, donc l'image ISO en anglais qu'il nous faut convertir. Vous sélectionnez ça, vous faites ouvrir. Il vous dit où est-ce que vous voulez mettre ça. Ben, on va laisser ça dans Windows 8. Et puis le nom, ben, on va le laisser renommer ça FR, Windows 8, Update, etc. Et je dis enregistrer. Et là, vous voyez, il convertit l'image ISO. On attend qu'il fasse son œuvre. Voilà, quand il a terminé, vous faites OK, vous pouvez fermer ça. Et maintenant, vous pouvez vous débarrasser donc de tous les autres fichiers, à l'exception donc de votre image ISO ici, qui est en .fr. Voilà, et donc on a bien maintenant une ISO Windows 8 qui est prête à l'emploi. Voilà, donc maintenant, félicitations, vous savez comment récupérer les images ISO, donc Windows 10, Windows 11 et jusqu'à Windows XP, de façon fiable en 2024, donc en ce début d'année, et comment convertir ces images ISO quand elles sont en anglais en français éventuellement, pour pouvoir mettre tout ça soit sur vos clés USB, soit dans vos machines virtuelles, comme je l'ai montré sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez vous débarrasser de toutes vos clés d'installation de Windows, Windows 10, Windows 11 et les remplacer par une seule clé. Avec cette clé, vous allez pouvoir la mettre dans le PC sur lequel vous voulez installer le Windows et choisir dans un menu quelle version de Windows vous voulez installer. Donc, c'est ce qu'on appelle une clé multi-boot. C'est ce que nous allons voir avec le logiciel Ventoy.
Donc j'ai préparé quelques images ISO ici sur mon ordinateur qui vont me permettre de pouvoir créer cette clé. Nous allons aller sur internet et sur le site de Ventoy. Donc vous allez sur internet. Voilà, ici vous allez taper Ventoy. Alors en principe leur site c'est ventoy.net. Vous voyez, allez surtout sur le site officiel. Hein. Donc sur le site officiel vous arrivez ici. Ici vous allez aller dans Download. Et nous sommes sur Windows, donc nous allons prendre la version Windows Zip ici, la première. Voilà, donc là, vous recliquez à nouveau ici, Download la dernière version. Donc la Ventoy, actuellement, c'est la 1.0.96. Au moment où je vous parle, on est en janvier 2024. Ici, vous allez avoir le petit timer ici qui va se lancer automatiquement pour le téléchargement. Voilà, donc on a le Ventoy qui est téléchargé. Il est très petit comme fichier, c'est un fichier de 15 mégas. Donc je vais directement ouvrir mon dossier de téléchargement. Voilà, donc j'ai mon fichier ici qui est zippé. Je vais le prendre, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, et puis maintenant je vais le dézipper. Donc j'extrais tout ici. J'ai dit extraire. Voilà, donc maintenant j'ai mon fichier ici qui est dézippé. Je vais rentrer dedans et vous voyez j'ai la version Ventoy la 1.0.96. Bon, si je vais dans ce fichier maintenant, j'ai tout ça. Et voilà ce que nous allons faire. Vous allez maintenant mettre votre clé USB dans votre ordinateur, donc la clé USB que vous voulez utiliser pour pouvoir créer votre clé bootable. Attention, choisissez une clé USB rapide parce que si vous souhaitez que vos installations se fassent de la façon la plus rapide possible, vaut mieux que votre clé USB soit rapide. Donc USB 3 de préférence si ce n'est plus rapide que ça. Donc une fois que la clé USB y est, donc moi ici la clé USB qui est prête à... c'est la E ici, vous voyez dans le lecteur E. Donc je vais revenir dans mon dossier Ventoy et je vais cliquer sur Ventoy to Disk. Je vais cliquer 2 fois dessus. J'accepte. Voilà, il va m'ouvrir cette fenêtre. Donc, on va fermer la fenêtre arrière. Voilà. Il va m'ouvrir cette fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, vous avez plusieurs choses avant de lancer l'installation. Donc, pour comprendre. Donc, ici, il a repéré automatiquement ma clé USB. Vous voyez, j'ai un autre disque dur en SSD qui est branché ici. Mais il faut bien faire attention. C'est bien la clé sur laquelle vous voulez installer votre Ventoy avec les images ISO. Donc, choisissez bien le périphérique. On a dit que c'était E. Ensuite, ici, dans le langage, vous pouvez aller choisir en français. Hop. Si ce n'est pas le cas, donc ici, il va vous passer l'interface en français. Dans les options ici, le Secure Boot est précoché. Secure Boot va vous permettre, si vous avez l'habitude de faire des installations, vous savez que sur certains PC, cette option Secure Boot empêche de booter sur une clé USB pour pouvoir faire les installations. Et bien, Ventoy a la particularité, c'est son avantage par rapport aux autres logiciels qui font ça, il a la particularité de pouvoir bypasser le Secure Boot. Alors c'est en version bêta, hein, mais ça fonctionne pas mal d'après les tests que j'ai fait. Donc voilà, vous laissez précocher comme ça. Type de partition, vous laissez ce qui est en place. Il n'y a pas grand chose à modifier ici dans les options, donc surtout langage et puis s'assurer que Secure Boot est prêt. Donc ici vous voyez le Ventoy, en fait ici en local, c'est le fichier qui est installé là, et puis ça sera sur mon périphérique, donc une fois que j'aurai fait l'installation. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand je vais cliquer dessus? Il va installer sur des partitions cachées à l'intérieur de ma clé USB les fichiers qui vont permettre de lancer automatiquement au démarrage du boot sur la clé, de lancer l'interface qui va permettre de gérer les images ISO sur la clé. Donc je fais installation. Il me dit que, attention, toutes les données sur le disque vont être supprimées, hein, donc je dis oui. Et il me refait un double check, est-ce que vous êtes sûr vraiment? Je dis oui. Là, ça va se passer en quelques instants. Voilà, une fois qu'il a terminé, il nous félicite, donc on dit OK. Et donc, dernière chose avant qu'on ferme, vous voyez qu'ici, vous avez les mises à jour possibles. Donc l'intérêt des mises à jour, c'est quoi? C'est que quand il y aura une nouvelle version de Ventoy qui va être en place, il vous suffira de remettre votre clé USB Ventoy dans votre PC, de revenir lancer ici le fichier d'installation de Ventoy pour qu'il ouvre ça et de cliquer sur mise à jour pour qu'il aille rechercher la nouvelle mise à jour, qu'il fasse la mise à jour uniquement donc du fichier qui va permettre
d'accéder au menu, hein, donc sur votre clé. Il va optimiser ce fichier en faisant la mise à jour. Il ne va pas toucher à vos images ISO qui seront sur la clé USB. Donc ça, c'est assez formidable. Donc je ferme ça quand j'ai fini et maintenant je vais ouvrir mon explorateur. Et dans mon explorateur, vous voyez, j'ai ma clé ici Ventoy, maintenant qui s'appelle Ventoy. Et vous voyez que c'est vide. Et oui, c'est vide puisque je vous disais tout à l'heure que les partitions sur lesquelles il a installé le menu de démarrage, pour le boot, hein, c'est une partition cachée. Hein, donc elle n'est pas accessible ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes images ISO et je vais les glisser simplement. Donc ici, j'ai un Windows 10 en 64 bits. Je vais prendre un Windows 11 également multi-boot. Et je vais prendre un Windows 10 en 32 bits. Je vais les mettre sur cette clé. Je vais prendre aussi un utilitaire Boot Repair Disk, qui est un utilitaire qui va me permettre de pouvoir réparer les Windows qui ne démarrent plus. Voilà, donc je mets tout ça à copier. Donc je mets toutes les images ISO à copier. Donc évidemment, tous les utilitaires qui fonctionnent en images ISO, vous pouvez les mettre dessus, de sorte à booter sur ces utilitaires-là quand vous mettrez votre clé Ventoy, et pas uniquement des images d'installation de Windows. Donc on laisse tourner tout ça, et une fois que c'est prêt, notre clé Ventoy sera prête. On va la tester sur un PC. Oui, petite chose supplémentaire, il faut que vous désactiviez votre antivirus parce que comme Ventoy va écrire sur les surfaces les partitions, donc comme je vous disais, des partitions cachées, donc va avoir donc une action assez intrusive sur la clé. Il est détecté comme étant un virus, un malware par certains antivirus, donc pensez à désactiver momentanément votre antivirus au moment de l'installation de Ventoy, pour pas qu'il y ait de problème. Ok, donc ça y est, on voit qu'il a terminé de me déplacer les images ISO, de me les copier sur ma clé Ventoy. Donc j'ai bien mes 4 images ISO ici, 3 versions de Windows et puis mon utilitaire de Boot Repair. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça, on va aller enlever notre clé USB et puis on va la tester sur un ordinateur pour que je vous montre comment démarrer sur votre clé USB bootable et on va voir le menu, comment il se présente. Voilà, donc j'ai ma clé USB avec mon Ventoy dessus. Je vais la mettre dans un des ports USB. Je vais démarrer, donc c'est un HP, donc ici avec échappe, je vais pouvoir directement afficher le menu de démarrage, et dans le menu de démarrage ici, vous voyez, pour choisir, ça va être en principe c'est F9, boot menu, voilà F9. Donc je vais cliquer sur F9. Donc évidemment sur votre ordinateur à vous, il vous faut votre clé, votre touche pour choisir le menu de démarrage ou pour entrer dans le BIOS et puis aller choisir de démarrer, de booter sur la clé. Donc j'appuie sur F9. Voilà, et donc vous voyez ici, il me propose donc de démarrer sur ma clé USB. Voilà, c'est celle-ci, je dis entrée. Et là, c'est très rapide avec Ventoy, hein, c'est un des autres avantages de Ventoy que je trouve extraordinaire. Vous avez vu la vitesse avec laquelle il a démarré sur Ventoy. Et donc là, ce qu'on va trouver donc sur Ventoy, je vais vous rapprocher un peu. Voilà, donc ce qu'on trouve sur Ventoy, c'est qu'on a directement accès à nos différentes images. Donc vous avez deux modes, hein. Si sur la clé vous avez créé des sous-dossiers, donc des répertoires dans lesquels vous avez rangé, il va falloir passer ici dans F3, Preview, donc appuyer sur F3 pour pouvoir accéder à cette vue en arborescence pour pouvoir entrer dans vos différents dossiers et aller chercher. Sinon par défaut, lui il s'en fout de votre classement, il va récupérer, scanner la clé, récupérer toutes les images ISO et puis il va les mettre ici dans l'ordre alphabétique. Donc on voit qu'on est dessus. Vous pouvez aussi changer la langue. Ici vous allez dans F5 Tools. Donc si vous appuyez sur F5, voilà, F5 Tools, vous allez avoir ici tout le panneau pour changer la langue, pour personnaliser Screen Display Mode, ça vous permet de personnaliser ici Ventoy en mettant votre nom, votre logo si vous êtes une entreprise de dépannage informatique, donc ça fait plus classe. Voilà, échappe vous permet de revenir dans le menu, et puis c'est simple, si on voulait ici installer un Windows 10, ben je choisirais ma version Windows 11 ou Windows 10, et puis
je dis entrée et tout simplement il va booter dessus et il va lancer l'installation de mon Windows. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur Ventoy. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que Ventoy c'est indispensable si vous voulez vous passer des multiples clés USB de boot dans votre poche, donc une seule clé USB pour tous vos systèmes, et surtout, vous avez vu, vous pouvez installer des images ISO, comme des utilitaires en images ISO pour partitionner, pour réparer, etc. Ça marche aussi très bien. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.